tourne à présent vers vous, Axel, mais pour le journal de l'économie. Et on commence par ces chiffres du chômage qui sont publiés en France par l'INSEE. Oui, et le verdict, vous voulez le connaître, eh bien, le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail s'est accru de 0,1 point au troisième trimestre en France métropolitaine pour s'établir à 9,7% de la population. Alors selon les données de l'INSEE, on atteint même 10% si l'on prend en compte les départements d'outre-mer. Cette progression du chômage survient alors que son taux en France métropolitaine avait touché au deuxième trimestre un plus bas depuis 4 ans à 9,6%. Donc au troisième trimestre, on retiendra que le taux de chômage est en légère augmentation. Direction la Suède à présent, où la Banque centrale veut innover. Fondée en 1668, l'ancestrale Banque de Suède est résolument tournée vers l'avenir. Hier, elle a annoncé qu'elle voulait émettre une monnaie nationale électronique, une sorte de couronne 2.0. Explication, Olivier Boulinck. Les Suédois font quasiment tous leurs achats par carte. Du coup, la banque centrale du pays a une idée. Créer une monnaie virtuelle, une e-couronne. Le but, proposer à tous un moyen de paiement qui ne passe pas par les banques. Nous devons encore décider quelle forme cette e-couronne va prendre. Ça pourrait être une carte, une application sur téléphone portable ou autre chose. Remplacer les espèces paraît être une chose naturelle dans un pays où certains commerces n'acceptent même plus pièces et billets. Le cash rapporté au PIB de la Suède a chuté de 8 à 2% depuis les années 50. Principal défi pour l'e-couronne, être moins volatile que le bitcoin, cette première devise électronique qui n'est pas une monnaie d'État et se développe surtout dans les pays en grande difficulté économique. Le pays scandinave n'est pas le premier à envisager d'émettre une monnaie virtuelle. L'Équateur a déjà la sienne. Le Canada et le Royaume-Uni réfléchissent eux aussi à se lancer dans l'e-monnaie. Allez, on fait un point sur les marchés, ça va pas fort en Europe. Non, du côté des places européennes, c'est l'ouverture. On va le voir dans un instant à l'écran. Eh bien, le CAC 40 perd à l'ouverture moins 0,1%. Le DAX en Allemagne, moins 0,2%. Ah, Londres s'en sort pour l'instant plus 0,1%. Mais enfin, là, c'est juste l'ouverture. Du côté des bourses asiatiques, là, c'est la fermeture. Tokyo, on en parlait il y a une heure. Tokyo a clôturé totalement stable, c'est assez rare pour être noté, 0,00%. En Asie, moins 0,42% à la fermeture. Et puis du côté de la Corée du Sud, très légère augmentation, plus 0,11%. Voilà donc pour cette météo des bourses. Quelques actualités en bref et en images, à commencer par un nouveau Concorde. L'avion appelé XB-1 a été présenté par Boom Technologies, société américaine basée à Denver. L'appareil pourra transporter 40 passagers, volera à près de 2700 km/h et le prix d'une place entre New York et Londres est estimé à 3000 €. Richard Branson, le médiatique patron de Virgin Galactic, a d'ores et déjà réservé les 10 premiers exemplaires du XB-1, premier vol commercial à l'horizon 2020. IBM a présenté son centre de lutte contre les pirates informatiques, baptisé X-Force. Les clients d'IBM sont immergés dans un scénario de catastrophe majeure et dans ce centre X-Force répondent par exemple à cette question angoissante: faut-il tout débrancher ou laisser le programme malveillant agir pour mieux l'analyser? Et puis, à propos de logiciels espions, un logiciel chinois a été découvert dans d'innombrables smartphones Android. Il a été installé par la société chinoise Adobe, qui revendique 700 millions de clients, notamment dans la téléphonie. C'est CryptoWire, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, qui a révélé l'existence de ce logiciel qui permet de collecter les données des utilisateurs. Adobe a réagi en expliquant que ce logiciel espion n'était pas destiné au marché américain, mais uniquement au marché chinois. Allez, vous terminez par un chiffre du jour. Oui, 100 milliards d'euros, c'est ce qu'a déjà coûté la Station spatiale internationale depuis sa création en 1998. Station que s'apprête évidemment à rejoindre le français Thomas Pesquet, vous en avez parlé à plusieurs reprises sur l'antenne. Sachez que pour 1 € investi dans l'ISS, le retour sur investissement atteint 1,80 € selon l'Agence spatiale européenne, qui est l'un des financiers de cette station spatiale internationale. Et l'Agence spatiale européenne va boucler son plan de financement 2020-2024 de l'ISS courant décembre en Suisse. Merci.